Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Et cette expérience de mort imminente, elle m'a amené la conscience que c'est des détails. Tout ce qu'on se raconte depuis notre personnalité, depuis ce que moi je vais appeler la personnalité égotique, mais c'est pas un mauvais mot, quoi. C'est juste comment on se construit en réaction avec l'extérieur. Ce sont des détails. Tout ce qui semble important, on s'en fout. Bienvenue et merci d'accueillir celle qui est installée sur les canapés qui vient de cette jolie ville de Sète et la ville de Georges Brassens, évidemment. C'est Florence Vie qui est installée. Bonjour Florence. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Et merci également de cet accompagnement que vous préconisez au travers de ce jeu. Alors, je vais être, et comme je vous l'ai dit hors antenne, très honnête, je ne connaissais pas du tout ce fameux jeu, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Oui. Alors, on va voir qui, quoi, comment, Oui. d'où vient ce jeu, qui était cette Mademoiselle Lenormand, et comment est-ce que vous êtes tombé dans la potion magique de ce jeu, et pourquoi est-ce qu'il vous fascine autant, c'est intéressant. Vous vous définissez aujourd'hui comme experte en alchimie spirituelle. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'alchimie spirituelle, en fait, c'est presque deux mots qui se rencontrent et qui veulent dire la même chose, alchimie et spirituelle. Alchimie, c'est de al, le divin, et chimia, la matière. Donc en fait, l'alchimie, c'est le fait de diviniser la matière. C'est l'art de diviniser la matière. L'idée de rajouter spirituel derrière, c'est parce que je viens, moi, à la base, de la psycho, puis ensuite du développement spirituel. Et j'aime cette idée que ça ne sert pas à fuir quelque chose. Ça sert vraiment à l'incarner dans la matière. Ça sert vraiment à changer sa réalité au quotidien. Donc, c'est pour ça, alchimie spirituelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire diviniser la matière ? Diviniser la matière, ça veut dire qu'à chaque instant de notre vie, c'est comme si on était piloté par quelque chose. On est piloté par notre personnalité. C'est comme si notre enveloppe physique, en fait, c'est un vaisseau. Et puis, on a notre âme qui vient la piloter. Le fait de diviniser la matière, c'est, aujourd'hui on le sait, c'est des choses qu'on entend beaucoup, on est les créateurs de notre réalité, dans le sens que ce que nous vibrons là, en cet instant, crée la vie que nous vivons, dans l'instant d'après. Le fait de diviniser la matière, c'est de choisir qui je suis au moment où je crée, comment je rentre, qui je suis dans ma réalité. Mon idée, c'est que souvent, on dit on crée notre réalité. Moi, je crois qu'on peut aller encore plus loin et dire, on est, comment le dire juste ? Il y a une seule réalité, mais il y a des milliers de façons de la vivre. Et c'est ça, diviniser la matière. Diviniser la matière, c'est qui je suis quand je discute avec vous, qui je suis quand je suis avec ma famille, et pas juste quand je médite ou quand je suis dans un stage. Parce que c'est une notion qui est parfois un peu difficile à comprendre, oui. et même parfois à mettre en application. Est-ce que le fait de diviniser la matière, les supports que vous allez nous présenter, que vous allez nous parler, dont celui de Mademoiselle Lenormand, vous a aidé à cela ? Oui. Oui, parce que ce qui va le plus réagir quand on vit quelque chose, c'est ce qui s'est construit face à la blessure. On a un pilotage automatique, en fait, qui fait qu'on va avoir des modes de réaction en fonction des situations qu'on vit. L'art de diviniser la matière, même si en réalité, c'est un euphémisme presque de dire diviniser la matière, parce qu'on est des êtres divins incarnés dans un monde de matière, donc factuellement, on divinise la matière. C'est déjà, ouais. Mais avec conscience. C'est ce fait de vraiment redevenir conscient de à qui je donne les rênes à l'intérieur de moi. Est-ce que je donne les rênes à l'intérieur de moi quelque chose qui se sent petit, qui est blessé, ou est-ce que
je reconnecte avec une vision beaucoup plus vaste de qui je suis. Est-ce que vous avez été cet être petit, blessé, introverti Oui, bien sûr. Vous avez été ça. Mais j'ai envie de dire, qui n'a pas été ça à un moment dans notre vie Je crois qu'on traverse tous des moments où on est dans la réaction, des moments où on doute, et puis des moments où on crée quelque chose et où on se couche le soir et on se dit « j'aime pas trop, j'aime pas vraiment qui j'ai été aujourd'hui ». Donc oui, évidemment, j'ai été cette personne. Et quand vous la regardez, cette personne, avec le recul et l'évolution que vous avez pu avoir, peut-être même la transformation de l'être que vous êtes, enfin l'évolution en tout cas de l'être que vous êtes aujourd'hui, l'accompagnante que vous êtes, comment vous la regardez ? Avec amour, ouais. Avec amour déjà, avec beaucoup de tendresse. Et si je suis vraiment transparente, elle n'est pas bien loin. Il y a des jours où on est plus fatigué, il y a des jours où on vit des choses où c'est jamais comme une part à côté de nous. C'est juste à qui je donne les rênes. On est toutes les deux. Il y a cette petite Florence qui est sur la diligence et puis il y a cette Florence et puis les rênes, on se les passe. Est-ce que parfois vous pourriez la regretter ? Non. 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 Non, parce que la blessure, c'est un... J'avais adoré, quand j'étais jeune, j'ai fait un stage et la personne avec qui j'avais fait ce stage, elle disait « Nos blessures sont nos blessings ». Je trouve ça très beau. Donc, nos blessings, c'est nos bénédictions en anglais. Et les moments comme ça où on est un peu blessé, c'est des moments où on se connaît d'autant plus. Donc, non, je la regrette pas, mais en vérité, elle est toujours là dans le sens que je suis tout le temps en train de me connaître plus. Et je crois que c'est le cas pour nous tous. On n'en aura pas fini le jour de notre mort. Donc je vous propose de me retrouver sur cette tournée incroyable de Constellation Intégrale pour expérimenter les relations parents-enfants, les vôtres, celles des autres, dans un partage inédit et une expérience que vous n'oublierez jamais. Si j'ai l'occasion de refaire une constellation, je la ferai avec Myriam. Aujourd'hui, c'est sûr et certain. J'en ai déjà fait d'autres, mais jamais à cette hauteur-là. Myriam Facio, lors de cette constellation familiale, c'était absolument extraordinaire. Vraiment magique, j'ai adoré Myriam. C'est une femme extraordinaire avec énormément de charisme, qui a beaucoup de connaissances. Et ces constelles sont très très puissantes, je recommande vraiment. Émotionnelle même. Et déjà à ce moment-là, je me sentais déjà plus léger, conscient que le processus était en cours et avait déjà commencé. Petit retour de mon expérience faite avec Myriam Facio sur les constellations familiales, expérience extraordinaire. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. J'en suis sorti grandi. Alors, on va revenir évidemment sur votre expertise, votre accompagnement. Oui. On va revenir sur ce jeu que je découvre aussi et c'est une renommée internationale, ce jeu. Je ne sais pas à quel point. J'aimerais qu'il le soit beaucoup plus. Mais je pense que c'est tout ce que j'ai lu, en tout cas, sur cette Mademoiselle Lenormand, c'est assez c'est reconnu très très loin, en tout cas, bien au-delà de nos frontières. Oui. Ça, c'est sûr. À mon sens, c'est un des plus grands héritages. Un des plus grands héritages. On va voir qui était cette demoiselle Lenormand. Mais avant cela, psychologie en hôpital psy ? Oui. Dans les centres pénitentiaires ? Non, c'était mon intention. C'est ce que je voulais être. Ça. Okay. Mais je suis allée vers l'hôpital psychiatrique. Ok. Pavillon lourd. En tant qu'accompagnante, hein ? Oui. On est bien d'accord. Oui. On est bien d'accord. Ni en prison, Non, absolument, absolument. Et... mais c'est la sophrologie qui va vous appeler plus au départ ? Oui, en fait, quand je suis en hôpital psychiatrique, je me rends vraiment compte que j'arrive à un endroit où c'est, à mon sens, évidemment,
trop tard. C'est-à-dire que je fais que recoller des morceaux de trucs et je me dis que moi, je suis pas faite. C'est pas ça que j'ai envie de faire. Moi, je veux prendre les choses avant que ça soit trop tard. Alors, pas les mêmes choses, puisque en hôpital psychiatrique, en pavillon lourd, on accueille des pathologies qui sont vraiment sévères, voilà, d'ordre psychiatrique. En sophro, c'est pas ce qu'on accompagne. Mais je voulais arriver avant que la personne, elle en puisse tellement plus qu'elle... c'est terrible ce constat, de se dire qu'en hôpital psychiatrique, sur des très grosses pathologies, c'est déjà trop tard. Ouais, en fait, on fait juste que adoucir, quoi. Et encadrer. Et encadrer. Et protéger. La personne d'elle-même. Déjà. Et des autres. Et des autres. Ouais, évidemment. Donc la sophrologie, vous vous dites en amont, avant d'en arriver à cet extrême-là, peut-être que la sophrologie est un bon moyen d'accompagner ? Oui, c'est ça, je plaque tout. On a le sentiment quand même qu'on est aux antipodes. Hein. Ah oui, c'est rigolo. Il y a un monde entre la psychiatrie lourde et la sophro. La sophro a plus une connotation détente, bien-être. Ouais, j'adore que vous disiez ça parce que moi, je le vois comme quelque chose de linéaire. Alors, évidemment, je le redis bien, on n'accompagne pas les mêmes personnes avec la sophro et en pavillon lourd de psychiatrie. Mais pour moi, c'était comme une continuité de « OK, du coup, où est-ce que tu as envie ? Tu n'as pas envie d'arriver en bout de parcours, tu as envie d'arriver où ? En début de parcours. » Donc, la sophro me semblait être l'endroit où, quand quelqu'un se sent trop stressé, quand quelqu'un commence à se questionner, c'est l'endroit où il a envie d'aller, c'est facile. C'est facile, quoi. Comment vous découvrez la sophro ? Dans une discussion avec une amie. Et j'y vais. Et vous testez et vous vous dites « Eureka, c'est magnifique ». En fait, je vais m'inscrire avant d'avoir fait de la sophro. Je sais pas, j'étais sur ma lancée. J'avais jamais fait de sophro, je m'inscris à la formation. Et c'est ce qui va vous ouvrir à la médiumnité ? Oui. Je crois que j'ai toujours cherché ça. Quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente surtout, et jeune adulte, j'étais en quête de quelque chose que je trouvais pas. Et avec la sophrologie, j'ai vraiment le sentiment d'avoir touché du doigt quelque chose de plus vaste, mais je le comprends pas du tout. Et ça me fait un peu peur. Mais toucher du doigt, c'est par des perceptions ? Par des ressentis. Quand je rentre dans cet état qu'on appelle l'état sophronique, qui est un état méditatif en fait, je me rends compte que ce que je connecte, ça m'est à la fois familier, à la fois c'est quelque chose que j'ai toujours cherché. Enfin, je suis chez moi en fait. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai l'impression d'être chez moi. Et qu'est-ce que vous en faites alors de ça ? J'en fais que je m'installe. Au début de ma formation, je commençais à accompagner des femmes. J'avais des grandes valeurs d'aider les personnes qui étaient exclues de la société, donc les personnes SDF. Donc, je vais postuler dans un centre social CAF et je me retrouve à accompagner des femmes, beaucoup de femmes d'autres cultures. Et on fait des ateliers de femmes. Il y a un petit syndrome du sauveur quand même. Hein. Au début, c'est pas un petit, c'est un énorme. C'est vrai. C'est un énorme. Ouais. Mais parce que dans les milieux, et ça se voit dans les milieux dans lesquels vous avez évolué, en psychiatrie, le fait d'aller même vouloir plus loin dans le milieu carcéral, dans ces centres CAF, etc., c'est vraiment le besoin d'aide, d'aider, quoi. Ouais, c'est le besoin de s'aider au travers de l'aide qu'on offre aux autres, évidemment. Mais qu'est-ce que ça, à votre avis, qu'est-ce que ça révèle de vous ? Qu'est-ce que ça veut dire de vous, ce besoin-là ? Qu'est-ce qui vous a manqué ? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu ? Parce qu'on a souvent tendance à essayer de faire une analyse, d'essayer de comprendre et se dire et d'où ça vient ce truc-là ? Clairement. Je pense que j'étais une enfant à la fois heureuse et à la fois en recherche de quelque chose, en recherche d'elle-même. Je pense que je ne me rencontrais pas dans les cases qu'on proposait. Et du coup, le fait d'aider l'autre, ça me donnait une posture. Et dans cette posture, j'étais assez à l'aise avec moi. Et comme j'étais plutôt douée dans cette posture-là, ça me renvoyait une image de moi qui était plutôt chouette. Donc ça a commencé comme ça. Mais le truc, c'est de se détacher de ça à un moment, parce que sans quoi on devient un sauveur. Enfin, mes parents, quand j'étais jeune, ils m'appelaient Mère Teresa. Parce que j'étais écorchée vive de la souffrance des autres. Mais en vérité, c'est de la mienne que je prenais soin. Et oui, c'est pour ça que je vous demandais qu'est-ce que ça révèle de vous ? Qu'est-ce que ça va chercher en vous pour vouloir absolument aider l'autre et être au chevet des autres ? J'ai une...
il y a très peu de temps là, en faisant des tests pour une de mes filles, je me suis rendu compte que j'étais HPE, ça veut dire haut potentiel émotionnel. Sauf que jeune, HPE, c'est hypersensible, écorchée vive, quoi. Ouais. Donc, oui, le monde, j'étais poreuse au monde d'une manière qui en devenait presque pathologique, douloureuse. Douloureuse, Ouais. Ouais. Donc il y a cette médiumnité qui s'ouvre et que vous accueillez. Alors vous accueillez comment? De manière intriguée, j'en veux plus, ou au contraire, vous avez des craintes, des réticences? Alors, c'était hyper paradoxal parce que je voulais tellement être ça. Au fond de mon cœur, il y avait tellement quelque chose qui était fasciné, attiré, et en même temps quelque chose qui me faisait peur parce que la médiumnité, c'est la perte de contrôle totale, c'est le lâcher prise d'une manière, en tout cas, que moi je connaissais pas. En tout cas, c'est comme ça que vous définissez la médiumnité. Ouais. C'est-à-dire laisser couler quelque chose qui n'est pas vraiment soi, assumer de le présenter au monde, avec toutes les peurs que ça peut comporter derrière de « et si j'inventais ? Et si je mentais ? Et si j'arnaquais les gens ?» Parce que moi, je viens d'une famille où les médiums, c'est des charlatans. Donc, c'était pas simple. Et aussi, quand l'énergie, elle descend et qu'elle parle à ma place, il y a cette peur de « je suis où, moi, de ce temps-là ?» et qu'est-ce qui se passe pour moi ? Qu'est-ce qui reste de moi ? Qu'est-ce qui reste de moi ? Et aussi un truc, toujours avec le syndrome du sauveur, de qui s'occupe des gens qui sont là, notamment en méditation. Si moi, je laisse la place et que je ne garde pas l'énergie du cercle, qui garde l'énergie du cercle ? Donc, il y avait ce truc-là chez moi, ouais. 2017 ? Oui. Qu'est pas ça ? Il s'en est passé beaucoup des choses en 2017, mais il y a eu une expérience de mort imminente. Le jour de la naissance de ma fille, qui est née le jour de ma propre naissance, où j'étais déjà morte à 3 reprises. Donc ça fait comme un genre... Vous avez la même date de naissance ? Ouais. Waouh. Oui. Ok. Ouais. Ça veut dire, symboliquement, ça veut dire quelque chose. Ouais, c'est énorme. Je pense. C'est énorme. Comment vous l'analysez, ça ? Qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que ça dit pour vous ? Là, vous avez plusieurs heures. Dans les grandes lignes ? On est super connectés. Ouais. Elle est issue d'une relation de couple très spéciale, où je sens que... voilà, enfin, c'était pas vraiment prévu. Et elle est venue, j'ai appris que j'étais enceinte d'une manière complètement folle, après un soin spirituel. Et elle a quelque chose que je vais découvrir, que je connais pas encore d'elle, parce qu'elle a 7 ans aujourd'hui. Mais voilà, on a une connexion et elle est là, elle m'apprend beaucoup sur moi. Et donc ça veut dire que pendant l'accouchement, vous faites une EMI ? Après l'accouchement. Après l'accouchement ? Après l'accouchement, j'ai accouché à la maison. Et ça ne s'est pas passé... En fait, il y a eu je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bref, qui fait que j'ai fait une hémorragie interne et que j'ai été transférée à l'hôpital, aux urgences. Et le temps que tout se mette en place, j'avais perdu trop de sang et du coup, voilà, j'ai eu un temps de départ, quoi. Qu'est-ce que ça a changé, ça ? Tous ceux qui ont vécu ça disent à quel point la transformation du fameux avant-après est phénoménale. Tout, et en même temps rien, parce que je suis la même. Bien sûr. Est-ce que ça décuple vos perceptions ? Non, je crois que ce que ça a fait, déjà, c'est de me faire prendre conscience. Je crois que c'est comme si, pour moi, le chemin, c'est un jeu de loi, quoi. Mon chemin. Dans le sens que les pièces, elles se mettent exactement au bon endroit. Et cette expérience de mort imminente, elle m'a amené la conscience que c'est des détails. Tout ce qu'on se raconte depuis notre personnalité, depuis ce que moi je vais appeler la personnalité égotique, mais c'est pas un mauvais mot, quoi. C'est juste comment on se construit en réaction avec l'extérieur. Ce sont des détails. Tout ce qui semble important, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on se fait un monde de tout, quoi. C'est ça. Plus je prenais de la hauteur, plus je me disais, mais c'est tellement plus, on est tellement plus que ça, on
on est focusé sur un point de notre vie, alors que notre vie, c'est l'immensité. Et nous, on essaie d'activer ce point, alors qu'on peut tout. Et je crois que c'est ça que ça a apporté dans ma vie. Vous voyez, je le dis et je tremble dans mon corps. Ouais. Mais ça veut dire qu'une fois qu'on a compris ça, qu'on perçoit ça, qu'on ressent ça, évidemment que c'est un impact dans sa vie de tous les jours. Ouais. Parce que du coup, vous allez mettre en application ce que vous ressentez après cette douloureuse expérience. Bon, déjà, je dirais pas que c'est une douloureuse expérience. Je suis très contente de l'avoir vécue, en vérité. Même si si mes proches écoutent ce moment, ils seront pas contents parce qu'eux, ils se sont super inquiétés, Bien évidemment. sûr, évidemment. Mais ça change mon message, déjà. Ça change ma manière de relativiser, même si, évidemment, pour rebondir sur ce que je disais au début, on a un pilotage automatique. C'est pas comme je suis touchée par la grâce et maintenant, toute ma vie, je suis dans ma sagesse. Plein de fois, j'oublie ça et je me ramène. Mais je suis tellement heureuse dans ma vie d'avoir cette balise-là sur laquelle m'appuyer dans des moments où je me dis, OK, est-ce que c'est important ? Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de se mettre dans cet état-là ? Est-ce que ça vaut le coup ? J'imagine que oui, on doit ressentir ce genre de choses. En tout cas, avoir presque cet automatisme. Oui, de se ramener. De se ramener et de se dire, oh. N'en fais pas trop, c'est pas non plus... Vous voyez ce que je veux dire ? Même si la situation est délicate, pénible, au moment où on la vit, évidemment. Oui. Et ça m'a amené beaucoup de tendresse aussi pour ces moments-là où on est dans nos dramas. Je crois que ça a changé ce sentiment d'unicité en moi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas comme... Ces parts, elles sont pas à côté de nous. C'est juste on leur passe les rênes à des moments parce que je vois bien... et j'ai bien senti à ce moment-là la petite Florence ou la Florence qui s'inquiète, qui essaie de se dépatouiller avec les instruments qu'elle croit avoir et elle ne sait pas qu'elle a tout. Donc j'ai beaucoup de tendresse pour ça. Voilà. Et ça vous émeut ? Et ça m'émeut. Vous avez des souvenirs de cette EMI ? Oui, c'est clair, c'est un souvenir super clair pour moi. Ouais, avec des visualisations particulières ? Avec rien de ce que j'avais trouvé. Et ça, au début, j'ai beaucoup cherché parce que je me suis dit, bon sang, moi, j'ai pas vu un tunnel. J'ai pas vu mes proches. Moi, je me suis retrouvée dans l'univers, en fait. Je me suis retrouvée dans l'univers. J'avais le sentiment que toutes ces étoiles, je venais d'elles, c'était comme mes parents, mais que c'était pas des parents à proprement parler. Et à l'instant où je pensais quelque chose, ça existait. À l'instant où je pensais à me déplacer, j'étais déplacée, mais avant même de pouvoir me dire « Ah tiens, t'as pensé ça ». Ça m'a amenée dans cette conscience. Alors entre le fait de vouloir, ce désir, presque ce syndrome de la sauveuse, plus les séances de sophro, l'EMI évidemment qui vient se greffer à ça, la médiumnité qui s'ouvre pendant les séances de sophrologie... bon, il manque plus que les cartes, le tarot. Oui. Ça arrive en plein confinement, c'est ça ? Oui. J'aimais beaucoup le tarot. De toujours, j'aimais l'objet. Mais j'aimais pas la divination. Il y avait quelque chose dans la divination qui me faisait dire que, vu qu'on crée notre réalité dans l'instant, quel est l'intérêt d'aller chercher un futur. Après, je respecte profondément ceux qui le font, mais ça ne me rejoignait pas. Alors, je sais que vous voulez les faire bondir, là, parce que tous vous disent ça n'est pas un support ou un objet divinatoire. Pour moi, ça n'en est pas un. Mais il y en a qui l'utilisent comme ça. Comme ça, oui, absolument. Et moi, je ne connaissais pas autrement. Donc, pendant le confinement, je commence à proposer proposer à mes clientes, par Zoom, Et une fois, je loue un gîte, on s'y retrouve et je propose un cercle de méditation. Et c'est le mat, donc celui qui se déplace dans les arcanes majeures du tarot, qui vient dans ma méditation. Mais moi, je connais pas, je le connais comme ça, mais je n'ai aucune connaissance de ça. Et je commence à guider une méditation et la méditation se finit et j'entends, je reviens.
Et je commence à prendre les cartes et à comprendre que c'est pas un objet de divination, justement. Alors qu'est-ce que la signification du mat, c'est quoi déjà ? Le mat, c'est celui qui se balade. Dans les arcanes du tarot, on va considérer que nous sommes le mat. C'est-à-dire cette personne qui, à un moment, s'éveille et se dit, bon sang, je veux me connaître. En alchimie, on dit, l'incarnation, c'est Dieu qui est venu sur Terre pour apprendre à se rencontrer. Ben, c'est le mat. Donc, il va se balader, il va rencontrer des maîtres initiateurs que sont la papesse, l'amoureux. Enfin, l'amoureux, c'est plus lui, et l'initiation, c'est celle de l'amoureux. La force. Toutes ces cartes viennent lui apprendre quelque chose à propos de lui, viennent révéler qui il est. Et lui, il débarque en pleine méditation. Et lui, il débarque dans une méditation. Et qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ben, ça veut dire que je prends conscience que je canalise l'esprit des choses. Donc, l'esprit de ces cartes. Sur le coup, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, je finis ça et je me dis, je sais pas, qu'est-ce que j'en ferai ? Toutes les femmes qui étaient là ont adoré. Elles me disent, non mais là, c'est celle-là, elle est extraordinaire. Je la retranscris, je la relis, je me dis, oh waouh, j'adore. Enfin, c'est chouette, c'est une trop belle histoire. Et voilà, j'en reste là. Et puis, ça vient me chercher. Ça vient me chercher la nuit, je fais des rêves... Et je me dis, bon, vas-y, commence à chercher. Et je trouve une personne qui forme à l'alchimie du tarot. Et pareil, sans vraiment savoir, je me lance dans cette formation. Et je découvre que les cartes sont des maîtres initiateurs. Et je me dis, bah, médite avec. Fais ce que tu sais faire et médite avec. Et je commence à faire ça avec ces cartes-là. Et à rencontrer leur esprit et à être touchée par quelque chose. Je les rencontre, quoi. Et surtout, ça me transforme. Sur le principe à la base du tarot de Marseille pur. Oui. Oui. Où est Mademoiselle Lenormand ? Eh bien, Mademoiselle Lenormand, dans cette formation du grand jeu, du tarot, pardon, à un moment, la personne avec qui je me forme, elle sort une carte du grand jeu et elle nous l'envoie par mail. Il se passe un truc vraiment dans mon cœur. Waouh! Je me dis, je ne sais pas comment expliquer ça. Je veux être formée, je veux connaître ce jeu. Et je lui dis, je lui envoie un mail, je lui dis, forme-moi s'il te plaît. Fais-moi rencontrer ce jeu. Et il me dit, non, là, il est trop compliqué. Enfin, si vous l'ouvrez, ça parle il y a des constellations. Il y a... c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ah oui, c'est le petit à côté. Ah oui, c'est pour ça que je me disais, je ne comprenais pas. Oui, exact. Il y a des constellations, il y a de la géomancie, il y a l'esprit des plantes, il y a des scènes de mythologie, des scènes d'histoire, il y a une scène centrale des bandes inférieures, il y a l'enseignement des lettres, le langage des oiseaux, c'est d'une complexité, d'une richesse. Et en même temps, il est complet. Oui. Et je me dis, OK, bah, il ne veut pas me former. Je commence à chercher partout. Personne parle de l'alchimie de ce jeu. Personne. Tout le monde parle de son aspect divinatoire. Mais moi, je sais que ce n'est pas ça. Qui est, juste un mot pour revenir à la genèse, qui est Mademoiselle Lenormand ? Mademoiselle Lenormand, c'est une... il y aurait tellement à dire dessus. Mais pour synthétiser, c'est une grande astrologue, nécromancienne, voyante, du XVIIIe siècle. Elle a reçu dans son cabinet l'épouse de Napoléon, des grands Robespierre, des grands de la Révolution française. Elle a été énormément incarcérée parce que c'était quelque chose qui était à la fois jugé contre la Révolution et en même temps, ce qu'elle disait était tellement puissant qu'elle sortait toujours parce qu'elle était tout le temps consultée. Elle a laissé derrière elle un héritage incroyable, mais ces ateliers ont brûlé. Donc, il y a finalement assez peu. Ça laisse quelque chose de très mystique sur ce personnage parce qu'on sait assez peu de tout ce qu'elle a pu faire. Et Dieu sait si ce qu'elle a fait a été vaste dans l'histoire de la spiritualité. C'est-à-dire que tout son savoir est parti en fumée dans cet incendie. Beaucoup. Donc, il reste peu de choses, évidemment. C'est elle qui a dessiné aussi. Alors, je vais essayer de mettre quelques cartes ici pour qu'on puisse on sait voir. Pas exactement. On ne sait pas exactement tout de ça, mais la légende dit que
elle a su qu'elle allait mourir et qu'en l'espace de quelques jours, elle a canalisé ce jeu comme son héritage. Elle a reçu vraiment cette information-là. Et que c'est sa dame de compagnie qui dessinait et qui, du coup, a dessiné... a fait les illustrations. Alors, j'y connais pas grand-chose, on va juste rester sur ce plan, Mathis, mais j'y connais pas grand-chose, mais si tu veux bien remettre le plan, voilà. Il y a les cartes classiques. Oui. En plus, je veux dire, ça c'est le symbole des cartes classiques que l'on voit. Là, on a l'impression qu'il y a un truc d'astrologie. C'est des constellations. Des constellations. Exactement. Le cas, je ne sais pas très bien donc à quoi ça correspond. C'est à la fois la langue des oiseaux et la symbolique dans la guématria pythagoricienne donc, du cas, puisque chaque lettre est reliée à un nombre. Et il y a des scènes de vie, c'est véritablement des scènes de vie. Ça, c'est une scène de mythologie, ça. Ok. Ça, c'est Hippomène et Atalante qui Alors, tu bouges pas, je vais en mettre d'autres comme ça, histoire de montrer un petit peu à quoi ça correspond. Voilà, par exemple, ce genre de carte. Ça, c'en est une autre. Alors là, c'est plus de la mythologie, là, c'est de l'alchimie pure, puisque Marianne Lenormand était une grande alchimiste, évidemment. Donc là, c'est de l'alchimie pure, c'est une des opérations d'alchimie. Voilà. Là, on est encore sur une scène là, qui est de la mythologie, puisqu'on est avec Junon, Héra. Alors, pourquoi est-ce que ce jeu est si complexe ? Pour tout ça. Parce qu'il y a les constellations. Là, par exemple, sur celle-ci, il y a la lettre B. La lettre B, c'est le B, comme dans bébé, c'est la naissance, c'est le passage, le B. Il y a la symbolique en cartomancie du 5 de carreau. Et puis en dessous, sur la bande inférieure, on a le langage des fleurs. Et puis on a deux scènes. Cette scène centrale, c'est comme l'énergie. Et puis en dessous, donc là, c'est en lien avec l'astrologie, en lien avec le scorpion. Et en dessous, on a l'esprit des plantes. Et on a deux scènes qui viennent compléter. Donc c'est complexe parce que si on connaît... le tarot, il y a des symboles alchimiques, mais ces symboles alchimiques, on les connaît plus ou moins tous. Ici, on a quand même besoin d'un support de connaissances pour plonger dans l'orfèvrerie de la compréhension de cet héritage-là. Et puisqu'on a si peu d'explications, de texte, j'ai envie de dire, comment est-ce que vous arrivez à maîtriser ce jeu, à le comprendre et à le ressentir, pour le coup ? Parce que je suis devenue dévouée, totalement dévouée, pendant vraiment 4 ans de ma vie à ce jeu. C'est-à-dire, je suis devenue un rat de bibliothèque. J'ai fait des recherches sur la mythologie. À partir du moment où mon mentor en alchimie m'a dit débrouille-toi, moi j'ai dit ok, c'est à moi d'ouvrir. Donc à partir de là, j'ai fait des recherches vraiment de tout. J'avais été pas mal formée à plein de choses et j'ai comme tout ramené pour le comprendre. Après, c'est aussi un vrai acte de foi. Parce qu'il y a plein de moments où je me dis, est-ce que je suis juste ? Est-ce que je ne me trompe pas ? Est-ce que je pars au bon endroit ? Donc, j'ai aussi, à côté de ça, médité avec chacune des cartes, canalisé l'esprit des 54 cartes. Et j'ai après recoupé. Est-ce que ça a du sens entre ce que j'ai pressenti dans la recherche de bibliothèque, comment on pourrait dire ça, culturelle, et tous les symboles alchimiques et tout ce que ça représente, et moi, ce que j'ai canalisé. Mais c'est un travail, c'est monstrueux. Ouais. Je dirais pas monstrueux, parce pas monstrueux. Je retire. Fourmis, je retire. J'adore les fourmis, c'est un travail de fourmis. Mais oui, complètement. Ouais. C'est extraordinaire, parce que vous êtes happé par ce jeu, en fait. Oui, après je suis une maman poule, et j'ai vraiment gardé du temps pour ma famille. Mais après, j'ai plus de week-ends, plus de sorties. Je me suis dédiée à ce jeu pendant vraiment 4 ans de ma vie. Extraordinaire. Ouais. Et là, vous écrivez. Et là, je termine. Alors, écoutez bien. Alors déjà, il va falloir vous installer confortablement, parce que le livre, quand il va sortir, il fait 1800 pages. Pour l'instant. 1800 pages de décryptage. En fait, vous canalisez les 54 cartes que vous décryptez dans ce livre ? Oui, il y a la canalisation complète pour chaque carte. Alors, elle n'est pas guidée. Moi, normalement, je la guide, mais là, elle est écrite.
Il y a ensuite l'explication de chaque symbole, comme là, chaque symbole donne le sens, parce qu'en vérité, ce jeu, c'est un mode d'emploi. Un mode d'emploi pour l'âme. C'est comme, qui n'a pas rêvé un jour de se dire, je voudrais tellement avoir mon mode d'emploi, quoi. Et il existe, et il est dans ce jeu. Il existe déjà dans le tarot, hein, concrètement. Le tarot, c'est le mode d'emploi de l'âme, mais là, il est écrit par une humaine qui sait les affres des émotions et qui l'a orienté vers ça. On a le sentiment, quand on vous écoute et quand on imagine ou on peut comprendre la complexité de ce jeu, que ce jeu ne cessera jamais de vous révéler des choses. Oui. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que vous n'en ferez jamais le tour. Oui. Oui, parce qu'en plus, on n'est jamais la même personne. Donc, c'est comme... Moi, j'adore cette idée que quand on prend un livre et qu'on le reprend, on ne comprend pas les passages de la même manière d'une année sur l'autre parce qu'on a évolué. C'est pareil pour ce jeu. Mais ça veut dire que vous avez... pour le comprendre, il faut avoir des notions d'astrologie, des notions de tarologie ou des choses comme ça? Un peu, ouais. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs tarologie. Oui, ça se dit. Ça se dit tarologie? Oui. Ouais. Oui. Donc il faut avoir quand même ces notions-là que vous avez pour le coup. Que j'ai. Et est-ce que ces supports très concrets que vous avez sont plus importants que la médiumnité ou ce que vous allez pouvoir canaliser au travers de vos ressentis quand vous avez l'une de ces 54 cartes? Alors, je dirais pas que c'est plus important. Je crois que ça parle pas à la même porte en soi. Je crois qu'on rentre pas par les mêmes facettes. Sur votre bureau, il y a un de mes oracles qui est le chant sacré des femmes. Et moi, mon envie avec cet oracle-là, c'était de proposer plein de portes. C'est-à-dire qu'il y a une canalisation, je propose des musiques dedans, je propose une explication plus logique, des mantras, une incantation, parce qu'on rentre, j'ai cette idée qu'on ne peut pas toucher tout le monde par la même porte. Et du coup, ce grand jeu, quand on canalise, en fait, quand je canalise, ça va parler au corps énergétique, ça va parler au corps émotionnel, ça va parler dans les cellules. Quand je vais parler d'astrologie, ça fait appel à nous dans le monde. Comment est-ce que moi, je me considère et je me place dans l'univers? Quand on va parler de géomancie, c'est toute cette culture un peu chamanique, druidique. Donc c'est comme ça rentre par des portes différentes. Magnifique, le chant sacré des femmes. Je peux vous suggérer quelque chose? Ah ouais, avec plaisir. Quand j'ai sorti le jeu, oui, j'ai regardé brièvement, on en a présenté quelques-unes. Une carte reste dans la boîte. J'adore. Je peux vous demander l'analyse de cette carte? Ah oui, avec plaisir. Qu'est-ce qu'elle voudrait dire? Alors, on va juste la présenter en gros plan. Mathis, si tu veux bien nous faire ce plan. Voilà, je vais juste la remonter un petit peu pour qu'on l'ait entièrement. Voilà. On va élargir un peu. Voilà. Je vais partir de cette idée de mode d'emploi et dire, OK, qu'est-ce qu'elle vient nous rappeler? En fait, cette carte, elle fait partie des événements imprévus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs secteurs dans le grand jeu. Et donc, il y a le secteur des événements imprévus qui pourrait un peu être symbolisé comme comment est-ce que je rentre en connexion Comment je reste qui je suis au quotidien? Comment est-ce que je reste connectée à ma part divine, à ce que j'ai compris de moi, à ma lumière au quotidien quand je rencontre des événements imprévus? Là, on voit, il y a un vol d'oiseaux qui sont des bécasses, et puis on a ce chien, c'est une scène qui peut à la fois évoquer la chasse, mais qui ici évoque l'abondance. Et on a deux choses, on a ce chien rouge, le chien c'est ce qui est dans la matière, et ces oiseaux qui sont un peu la voix de l'âme, de cette idée de messagère de l'âme. Ici, c'est vraiment prendre conscience que tout ce que l'on est venu vivre sur la Terre, c'est comme une expérience. Tout ce qu'on est venu vivre sur la Terre, c'est une opportunité de se connaître encore plus.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme de coup dur, il n'y a pas, pour moi, clairement, il n'y a pas les tests de la vie. On n'est pas testé par la vie, on n'est pas testé par l'univers. Non, en fait. On a juste une possibilité de se rencontrer à des endroits où des fois, ce n'est pas très confortable. Et là, en fait, cette carte, elle vient nous dire ça. On a le Y. Le Y, c'est l'entonnoir. C'est comme, je mets tout en haut, toute la sagesse, et puis je la fais passer par un tout petit tuyau. Et pour moi, ce qui est le plus important dans cette scène, ce qui vient le plus révéler, c'est les 2 scènes du bas. Désolée, du coup, je vous fais... Bien sûr, on va les remonter. Voilà. On a cet homme, il représente l'ermite. Il est habillé de rouge, c'est vraiment l'ermite qui est là à côté de sa cathédrale. Il n'est pas dans la chapelle. Enfin, de sa chapelle, pardon. Il n'est pas dans la chapelle. Parce qu'il n'a pas besoin de rentrer dans un lieu de culte pour rencontrer le divin. Il a compris, quand il a compris que tous les événements de la vie ne sont là que pour nous rappeler qui nous sommes. Ne sont pas là parce qu'on n'a pas de chance. C'est nous qui faisons cette interprétation. Mais si on se souvient que c'est juste là pour nous dire « Ok, replace-toi dans ta vision la plus grande », alors on devient là ce personnage rouge qui a plus besoin de rentrer dans un lieu de culte, dans une chapelle pour rencontrer Dieu, parce qu'il sait que le royaume, il est en dedans. Ça fait vraiment penser au film. Pour moi, cette carte, c'est le film de Marie-Madeleine, là, le film Marie-Madeleine qui est sorti il n'y a pas si longtemps, il y a quoi, 3 ans, 4 ans, où le seul message que vient dire le Christ à ce moment-là, c'est « le royaume, il est en toi ». Puis ils veulent tous savoir, mais montre-nous. Mais en réalité, à partir du moment où je comprends que je suis le divin qui est venu se rencontrer sur la terre, je ne cherche plus à l'extérieur des signes du divin, je pars du précepte, c'est comme je remets les choses à l'endroit. Je ne sais pas si c'est clair quand je dis ça. Oui, bien sûr. Et alors, lorsqu'on tombe sur cette carte-là, en l'occurrence, je tombe sur cette carte-là, qu'est-ce que ça signifie si on devait être un petit peu plus terre à terre? Eh bien, ce serait là pour le tirage, par exemple, pour les personnes qui regardent et puis pour nous qui sommes là, ce serait mets les choses à l'endroit. Ce que tu regardes, regarde-le dans l'autre sens. Par exemple, si tu vis quelque chose de difficile et que tu te dis « Ok, j'ai pas de chance », juste regarde « Ok, qu'est-ce que je peux découvrir de moi? Qu'est-ce que ça m'invite à déployer que j'ai pas encore déployé dans ma vie ?» Si, pour les personnes qui regardent, je me dis « Ok, forcément, là, tout de suite, quand je dis ça, elle pense à un truc. Ok, moi, je vis ça dans ma vie en ce moment. Et voilà l'histoire. Qu'est-ce que vous vous racontez comme histoire quand vous vivez ça? Quelle est l'histoire que tu te racontes quand tu vis cette situation? Et là, cette carte, elle vient dire, regarde ça autrement. Si tu savais, si tu étais sûr que tu avais la possibilité, cette chose-là, de la vivre de la manière la plus puissante possible, de le transcender, comment tu regarderais cette chose? C'est clair quand je dis ça. J'ai vraiment à cœur que ça soit accessible. Je trouve que c'est parlant. Et du coup, si je suis sûre que je suis ce divin qui est incarné sur la terre, si je ne cherche pas des preuves de me dire est-ce que je suis une bonne personne? Non mais vraiment, est-ce que je suis vraiment cette femme lumineuse que j'aimerais tellement être? Est-ce que je suis cet homme-là qui mérite ce truc qu'il aimerait tellement avoir? Si je retourne les choses, alors j'ai plus qu'à me dire ah waouh, il m'arrive ça, du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place? Si je suis ce chien qui veut connecter à cet oiseau, mais que je suis sûre d'attraper l'oiseau, j'en suis certaine. Je ne vais pas me dire qui je devrais être pour attraper l'oiseau. Je vais me dire, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place? Je ne l'ai pas eu ce coup-ci. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'avoir? Voilà ce que dit la carte en lien avec le tirage, en lien avec... On peut comprendre la complexité, pour le coup, de l'analyse de ces cartes-là, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations. Oui. Alors déjà, quand on regarde un jeu dit classique de tarot, on a le sentiment de tout voir sur la carte, enfin, en tout cas, mais on se rend compte qu'en la regardant 10 fois, on trouve encore le moyen d'analyser les choses différemment. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Du coup, vous formez aujourd'hui? Oui. Ah bah oui. Oui. Évidemment. Je forme, oui. Mais la complexité de ce jeu doit nécessiter un temps de formation. 18 mois. 18 mois 18 mois. Oh, ah oui. C'est... mes clientes, j'attire des femmes engagées. Ah ouais. Là, c'est un chemin. Hein. Oui, c'est un chemin. Après, ce qui est fou, c'est que c'est pas tant... J'adore que vous ayez dit ça d'ailleurs, merci, c'est un chemin.
c'est pas tant une formation pour se dire, moi j'ai envie de tirer des cartes, j'ai envie d'avoir une corde de plus à mon arc. C'est vraiment, chaque carte est une initiation. Je sais pas comment le dire mieux que le disent mes clientes, et même elles, quand elles le disent, elles disent, je peux pas le dire parce qu'on me croirait pas. Parce que la carte arrive. J'ouvre l'énergie de la carte le lundi matin. On se retrouve le jeudi midi pour que je leur parle de la carte. Le lundi matin, je leur envoie un message, j'ouvre l'énergie de la carte. Je ne sais pas pourquoi. À la base, je ne savais pas du tout pourquoi je faisais ça. Juste, je me posais dans cette intention, je relisais, je me connectais à la carte. Le mardi, on avait la canalisation, donc la méditation, et j'ouvre, et le jeudi, je leur raconte ce que veut dire la carte. Toutes les femmes ont vécu ce que dit la carte, l'ont transcendé, l'ont compris. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive avec mon explication, elles le savent parce qu'elles l'ont incarné. Le simple fait d'ouvrir l'énergie de la carte, que les femmes se disent « Ok, je me connecte à cette carte ». Il y en a même, elles ne la regardent pas, tellement elles veulent avoir la surprise. Ça, on est initié par la carte. Vraiment, c'est incroyable. Et ça fait ça aussi avec le tarot. Est-ce que vous ne seriez pas la réincarnation de Mademoiselle Lenormand? Je sais. Est-ce qu'on a des portraits de cette Mademoiselle Lenormand? Oui, il y en a plein. Il y en a plein, Ah oui. ouais, okay. Ouais. Eh bien, oui, il y en a un sur mon livre, sur la page de garde, il y a sa photo. Et vous lui ressemblez? Non. 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 Est-ce qu'aujourd'hui, vous iriez jusqu'à dire que vous êtes une disciple de Mademoiselle Lenormand? Je me suis vraiment dit ça. Quand cette personne m'a dit non, je ne te formerai pas à ce jeu, il est trop compliqué, il y a un truc un peu de fierté en moi qui a dit eh ben si, j'y vais quand même. Moi, j'y vais. Ouais. Et puis, je me suis dit, mais si personne ne veut me former dans le visible, je vais demander à l'invisible. Et vraiment comme un truc un peu revanchard d'adolescente qui dit, OK, ben, si toi tu veux pas, je vais trouver. Je vais faire autrement. Ouais. Et j'ai prié, vraiment, Marianne Lenormand. Je l'ai prié, j'ai dit, mais s'il te plaît, moi, je veux transmettre ton jeu, mais ton jeu, j'ai besoin d'être guidée. Je voulais tellement rester fidèle à ce qu'elle avait voulu. J'ai tellement à cœur de pas dire n'importe quoi. Est-ce qu'on sait s'il y a une descendance de cette dame? Non, on ne sait pas. Et on ne sait pas non plus où elle repose. Ah si, on sait. Elle est ici à Paris. Ah, elle est à Paris? Oui. Okay. Oui. Et donc, est-ce que cette médiumnité que vous avez a permis je vais vous raconter une jolie histoire. Le contact avec cette Mademoiselle Lenormand? Il y a une carte. Déjà, je la sens par moment. Mais après, ça me semble tellement présomptueux que voilà, je vais pas là-dedans. Ouais, je comprends. Mais sur une des cartes qui est une des plus... Dans la divination, on dit que c'est une des plus positives. Cette carte, il y a une écriture au sol. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est un cynocéphale. C'est-à-dire un personnage entre le dieu. Cynocéphale, c'est des dieux à tête de chien, c'est la sagesse, c'est le gardien du seuil. On en a en Égypte, on en retrouve en Inde. Et ce cynocéphale, il a un bâton planté au sol et il y a une écriture dessus. Mais cette écriture, nulle part, je trouve, comment la traduire. Dans les livres de divination, parce que évidemment, j'ai acheté tous les livres de divination qu'on trouvait et quand même lire tout ce que disaient les personnes, parce que leur travail, il est extraordinaire. Et je ne veux sûrement pas cracher dessus. On fait toutes des choses différentes. Moi, je ne sais pas ce que je cherchais dans ce jeu. Ça ne me rejoint pas, ça ne me plaît pas. Mais je suis sûre qu'on peut faire des magnifiques choses avec. Et donc, je cherche. Personne ne parle de ces écritures. Je me dis, bon sang, mais elle n'a pas dessiné une écriture pour rien. Ce n'est pas possible. Et il y a l'intelligence artificielle. Il y a ChatGPT. Je prends une photo, je dis, cherchons quoi? Trouve-moi tous les langages, tous les dialectes, tous ces lettres pourraient dire quelque chose. Et je cherche toutes les langues. Et on tombe sur une traduction grecque qui aurait été peut-être un peu mal dessinée, mais ça révèle pour ceux qui sont à l'extérieur.
Et je commence à chercher avec cette phrase et me dire, bon, faut pas que je me gourre parce que s'il faut, c'est pas ça. Et je commence à chercher, je dis vraiment, Marianne, s'il te plaît, me fais pas partir dans un sens à la noix, me fais pas dire n'importe quoi. Et au moment où je dis ça, il y a un arc-en-ciel dans ma main. J'avais des capteurs, j'ai des capteurs de lumière à mes fenêtres. Mais l'arc-en-ciel est dans ma main, tellement que j'ai pris en photo, je l'ai envoyé à mes clientes pour leur dire, mais c'est dingue. Donc, je suis partie évidemment sur ce sens. Et j'ai plein de trucs comme ça. Plein de petites choses Là, en venant dans le train, je me disais, je veux pas dire de bêtises. Vraiment. Je veux être la plus juste possible. Ouais, je veux vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour moi, la justesse. Et j'achète un livre, vraiment un roman, juste pour être cool, quoi. Et je lis la première page et ça dit, un jour t'arriveras et je sais plus, je l'ai plus en tête. C'est une phrase de Boris Vian et en gros ça dit, t'ouvriras la porte et je te dirai, ah, qu'est-ce que t'amènes? Et ça dit, j'amène juste moi. Et à ce moment, au moment où je lis, je pensais vraiment à Marianne Lenormand. Je disais juste, guide-moi, aide-moi à être juste, aide-moi à parler de ton jeu de la meilleure manière. Et le simple fait de lire cette phrase, t'es plus là, t'ouvriras la porte et tu diras, je m'amène juste moi. Ça m'a, oh waouh. C'est vrai qu'elle vous ressemble pas particulièrement. Non. Bon, on n'a pas le même coiffeur déjà. Mais c'est étonnant, elle est morte jeune? Enfin, oui. Je crois vers 44 ans, et j'ai 44 ans. Ouais. Non, tout va bien. Tout va bien. Non. Mais évidemment, tout va très bien. Alors, un petit mot sur... Donc, vous formez à ce jeu, hein, évidemment. Vous accompagnez en immersion aussi, visiblement, avec des cercles? Oui. Alors, les accompagnements, c'est vraiment sur des programmes, mais c'est toujours en digital. J'ai vraiment choisi ça après le confinement et ça a été extraordinaire pour moi, cette liberté. Oui, en immersion, oui. On va plonger dans la manière dont on peut se connecter à ce jeu. Parce que mon but, c'est de donner du savoir sur ce jeu, mais pas que. C'est aussi de le faire rencontrer. Je veux que les personnes qui viennent se former, apprendre avec moi, elles partent et qu'elles n'aient pas besoin de moi pour rencontrer ce jeu. Alors il y a vos coffrets à vous. Oui. Pour le coup, donc on a parlé du premier, qui est le chant sacré des femmes. La voix du cœur. Oui. La voix du cœur, c'est un oracle d'auto-coaching. Alors, il est sorti en 2002. Je faisais beaucoup de programmes comme ça, où j'envoyais une vidéo chaque jour à mes clientes avec une invitation à quelque chose. Ça s'appelait les coachings du cœur. C'était un programme avec une thématique. Et sur un programme, j'ai mes clientes qui m'ont dit « Mais tu veux pas moi, je voudrais trop avoir tous les matins comme ça la possibilité de me connecter à ce que tu dis. » Et moi, j'avais envie de faire un oracle, vraiment. Je me suis dit, mais attends, je pourrais faire ça. Donc, c'est très différent d'un oracle divinatoire et c'est vraiment une carte, un exercice, un jour, un exercice, et on les prend. Et ça permet de se connecter. Puis, à côté, je voulais un livret. J'ai adoré lire, très jeune, et j'ai adoré les livres de Bernard Werber. Et Bernard Werber, ce qui me fascinait chez lui, c'était l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui est un moyen de parler de sagesse et que cette sagesse connecte à son histoire. Je trouve ça d'un génie incroyable. Et je voulais faire ça pour la voix du cœur, donc j'ai pris des sagesses du monde qui amènent à approfondir l'enseignement de l'exercice que je propose dans chaque carte. En tout cas, il est très bien fait aussi. C'est vous qui avez fait le graphisme? Oui. Vous faites tout? Pas tout, mais pas tout. Là, j'ai adoré faire ça. Bon. Qu'est-ce que vous aimeriez, Florence, qu'on retienne de vous, de cet échange? C'est une belle question. Merci de poser cette question. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi? De toute votre expertise, de ce qui vous habite Peut-être un message, surtout. Le message que notre plus grand potentiel, notre plus grand potentiel, c'est notre capacité à créer la vie que l'on va vivre.
L'idée est vraiment, quand on se souvient de ça, qu'on a un don incroyable, quelle que soit notre vie, quel que soit ce pourquoi on est fait. On a un don, c'est celui de créer une vie dans laquelle on fait rayonner nos valeurs. Et la valeur, la principale, celle qui est notre essence, c'est l'amour. Donc, s'il y a une chose que j'aimerais que les personnes qui ont regardé ce moment des rencontres se souviennent, c'est que à chaque instant, elles peuvent décider de qui elles sont. Et que du coup, ça laisse la possibilité de décider et de créer vraiment une vie qui nous ressemble et qui ressemble à nos valeurs. Marianne Adélaïde Lenormand, oui. née à Alençon, oui. 1772. Elle fut la plus grande diseuse de bonne aventure. On disait diseuse de bonne aventure oui. À l'époque de son temps. Elle prédit la fin tragique de Robespierre. Oui. Napoléon Bonaparte fut parmi ses consultants. Oui, son épouse surtout. C'est pas tant lui, c'est son épouse. Et elle fut parmi, donc, elle exerça une grande influence sur Joséphine de Beauharnais. Voilà. Et le jeu qu'elle créa permet une interprétation subjective des cartes selon le type planétaire. D'où la dimension astrologique. Exactement. Et il y a un secteur qui est dédié à l'astrologie et qui, pour moi, est le secteur qui vient vraiment nous connecter, comme on reprend des morceaux de nous au travers de chaque signe. Quelle aventure. Oui. Vous êtes investi oui. dans ça, vraiment. Oui. Ça se sent. Vous êtes habité. Oui, je suis habitée. Par ça, totalement. Très clairement. Je suis habitée par ça et l'expérience de mort imminente, c'est pour ça que pour moi c'était une continuité. C'est que pour moi, c'est devenu important de transmettre ce que j'avais compris et je ne sais pas s'il y a une meilleure manière qu'au travers de ce jeu. Ouais. Et au travers des cartes même en général. Oui. Du support des cartes en général. Tout à fait. Je trouve que c'est très parlant. Oui. On a quand même besoin, quand on parle de canalisation, de perception, de médiumnité, de clairaudience, de clairvoyance, ok, mais le palpable du support de la carte et puis, permet aussi certaines choses, et rassure aussi en même temps. Rassure, et puis c'est c'est comme un portail, ça nous connecte à une sagesse qui vient sceller quelque chose en nous qui fait qu'on peut vraiment s'autoriser à canaliser. J'ai une pensée à chaque fois quand on parle comme ça et qu'on échange avec Florence, je lis déjà certains commentaires de gens qui se chargent toujours évidemment d'avoir la bonne parole en nous disant c'est vraiment une chaîne de perchés quand même. Mais moi j'ai une pensée pour certaines personnes de ma famille qui je ne sais pas si elles m'ont regardé ça et elles vont se dire elle est vraiment perchée Florence. Elle a changé Florence. Non, parce que j'ai toujours été comme ça. Tu trouves pas qu'elle a mais qu'est-ce qu'elle devient? Alors je ne sais pas si à la CAF ou éventuellement dans l'hôpital psy vous avez gardé des liens. Non. Mais si c'est le cas, s'il y a des personnes qui tombent sur vous, ils doivent se dire c'est Florence. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui. Tant mieux. Oui. Tant mieux. Oui. Merci en tout cas d'être l'alchimiste spirituel que vous êtes. Merci à vous de me recevoir. Merci pour ce bel échange. On va mettre autour de la vidéo, bien sûr, tous les liens pour entrer en contact avec Florence, connaître également son actualité au travers de ses immersions, de ses cercles, de cette formation. 18 mois les enfants, alors on s'accroche. Oui. Après, il y a d'autres programmes plus légers. Il y a d'autres programmes plus légers, mais en tout cas, si vraiment on veut maîtriser ce jeu-là avec Mademoiselle Lenormand, elle a su mettre la barre assez haute quand même. Mademoiselle Lenormand ? Oui, c'était une barre très haute à sauter. Il fallait une perche très très grande. Très clairement. Oui. Mais vous avez bien débroussaillé le terrain. Oui. En tout cas, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses. On attend le livre. Oui. 18 000 pages. Non, 1800. Non. Au secours, pardon. Non. Vous savez pourquoi je dis 18 ? Parce que votre formation dure 18 mois. C'est vrai. Et vous avez écrit 1800 pages. C'est vrai. Le 1 et le 8 a une signification. Ouais. Oui. Ouais. À bon entendeur. Voilà. Merci Florence. Merci infiniment. Vraiment, merci. Vous commentez avec bienveillance comme toujours. Merci de votre fidélité comme d'habitude. Et on se retrouve très vite pour un prochain portrait, une prochaine rencontre. Salut à tous.